Merci d'être au rendez-vous d'Économie de Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, un entretien avec Pierre Louette, directeur général adjoint d'Orange. Il participe cette semaine au salon d'innovation DLD à Tel Aviv. Start-up, investissement, quels sont les objectifs de la présence du groupe en Israël? L'avenir aussi de l'industrie des télécoms, il nous en parlera. Rendez-vous dans quelques minutes. Et puis avant cela, nous reviendrons sur cette journée de violence hier à Bruxelles. La crise des éleveurs prend une dimension européenne. Plusieurs milliers d'exploitants excédés par la chute des prix se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Ont-ils été entendus? La Commission européenne débloque 500 millions d'euros d'aide d'urgence et on s'y penche dans un instant. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Petit point avant d'y revenir sur l'essentiel de l'actu éco du jour, avec des chiffres pour commencer. Et une bonne nouvelle pour la zone euro, croissance meilleure que prévu, plus 0,4% au deuxième trimestre. Eurostat relève donc son estimation établie le mois dernier, 0,3%. Alors globalement, ce sont les exportations qui auront stimulé cette croissance. Elles ont bien sûr profité de la baisse de l'euro. Et dans le détail, le PIB a augmenté dans chacun des États membres où les données ont été publiées, hormis la France où il est resté stable. Autre statistique, en Asie cette fois, c'est un nouveau coup dur pour l'économie chinoise. Les exportations poumons de la croissance ont encore reculé, moins 5,5% au mois d'août, pour un total de 197 milliards de dollars. La chute avait atteint 8,9% en juillet. Et puis les nouvelles de l'Égypte qui devrait à nouveau solliciter le marché financier international au cours du premier semestre 2016. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement hier au cours d'une conférence Euromoney. En juin déjà, le Caire avait réussi son grand retour sur le marché de la dette après 5 ans d'absence en levant 1,5 milliard de dollars grâce à un eurobond à 6%, 10 ans de maturité. Le pays mise sur la récente extension du canal de Suez et ses immenses découvertes de gaz pour séduire les investisseurs, d'autant que la dette publique se réduit aussi. Si vous mettez de côté les subventions que l'Égypte a reçues depuis 2 ans, vous trouverez un effort de consolidation budgétaire net de 4 points de PIB. Ceci est sans précédent dans l'histoire de l'Égypte. L'actu des marchés financiers et on continue à s'interroger sur la pertinence d'un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis. 7 ans qu'ils sont quasiment à zéro. Il n'y a plus vraiment d'outils de relance monétaire et on s'attendait à un tour de vis dès ce mois-ci. Mais les malheurs fin août de la bourse de Shanghai et la fragilité de la croissance mondiale ont poussé Christine Lagarde et le FMI à demander à la Fed de patienter encore. Bonjour Eric Lewin. Et si Eric, le FMI faisait fausse route sur ce point? La Réserve fédérale américaine ne devrait pas suivre Christine Lagarde dans son injection à ne pas augmenter ses taux d'intérêt. Tout laisse supposer en effet que la Banque centrale américaine va finir par augmenter ses taux. Ça serait d'ailleurs un bien pour les marchés qui n'en peuvent plus d'attendre. Il faut dire que les derniers chiffres économiques américains sont plutôt très bons. Certes, les créations d'emplois ont été un petit peu inférieures aux attentes au mois d'août avec 173 000 créations d'emplois. Mais les chiffres de juin et de juillet ont été revus à la hausse et surtout le taux de chômage s'est élevé à 5,1% avec un salaire horaire qui a progressé de 0,3%, c'est-à-dire plus que prévu. Il est fort probable donc qu'il y ait une augmentation des taux, tout simplement parce que la croissance américaine accélère, plus 3,7% au deuxième trimestre et que c'est vraiment un non-sens économique de continuer à avoir des taux zéro avec une telle amélioration du marché de l'emploi et également avec une croissance aussi forte. Bref, il ne faudrait donc pas tarder pour les membres de l'Institut d'émission américaine. Ouais, à force d'attendre le moment parfait, on multiplie aussi forcément les risques de bulles. Merci Eric Lewin. Et direction Bruxelles, capitale européenne, et une ambiance de chaos hier, tout près du siège de la Commission. Près de 5000 éleveurs venus de toute l'Europe entendaient faire part de leur colère. Lait ou porc, la baisse des prix met en péril leur filière. Quelle est la réponse des 28 ministres de l'Agriculture qui étaient réunis au même moment? On la découvre en images avec Laura Duhamel. Ils étaient environ 6000, venus de Belgique, de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne. Les yeux rougis par les gaz lacrymogènes et les vêtements trempés par les canons à eau, les agriculteurs ont crié leur colère à Bruxelles. La raison de cette fronde, l'effondrement des cours du lait et des viandes bovines et porcines. C'est insurmontable. Ou alors il faudrait traire 1000 vaches. C'est ingérable. On est devenu dans un système où le fait de baisser les prix, on est obligé de grossir les troupeaux. Et ça ne rime à rien. Les gens sont des esclaves.
Et ça, il faut le dénoncer, parce que c'est impossible de travailler dans des systèmes comme ça. En cause, la surproduction de lait au niveau mondial, la faiblesse de la demande en Chine et la fin des quotas laitiers au sein de l'Union européenne. Autre problème, l'embargo russe sur les produits agricoles. Moscou n'achète plus de produits européens en rétorsion aux sanctions prises par les Européens à la suite de la crise ukrainienne. Cela représente pour l'Union européenne une perte de 10% des exportations agricoles. Les agriculteurs réclament une maîtrise de la production. On est là avec l'ensemble des producteurs de lait européens, de MB et de CVC, pour dire qu'il faut vraiment maîtriser la production. Si le marché peut absorber 100 litres de lait, il faut produire 100 litres de lait. Les ministres européens ont examiné hier plusieurs pistes pour enrayer la crise. Une enveloppe de 500 millions d'euros a été proposée, mais sa répartition entre les États et les secteurs n'a pas encore été précisée, car l'aide doit être subtilement équilibrée. Une hausse trop significative de l'aide aux producteurs laitiers ne réglerait pas le problème de surproduction. La Commission met ainsi l'accent sur le stockage privé de viande et de lait, ce qui devrait permettre de retirer du volume du marché. L'exportation des produits du terroir devrait être intensifiée en 2016. Reste enfin la possibilité de relever les prix des produits agricoles, mesure réclamée par plusieurs pays, dont la France. Une solution dont la Commission est cependant peu friande. Allez, l'invité du jour, il est présent lui aussi cette semaine au Festival de l'innovation à Tel Aviv, le salon DLD. On a le plaisir de recevoir le directeur général adjoint d'Orange, Pierre Louette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'un des bras droits de Stéphane Richard, président donc du premier opérateur mobile en France, numéro 7 mondial. Quelques mots d'abord sur votre présence ici à Tel Aviv pour ce salon DLD. Il s'agit de présenter notamment votre stratégie en matière d'investissement sur le capital risque, donc incubation et accélération de start-up notamment. Voilà, alors accélération, on a lancé l'an dernier un FAB en Israël qui a été vraiment déjà bien salué, dans lequel on a vu passer une petite dizaine de sociétés. Certaines sont en train de se développer, vont peut-être être financées d'ailleurs par des véhicules d'investissement que nous avons. Donc c'est vraiment l'incubation-accélération, comme vous le disiez. Et puis aussi c'est l'annonce de notre volonté de nous renforcer dans l'investissement dans des startups en Israël. Israël, c'est une terre de technologie. On n'en connaît pas beaucoup des comme ça et on a vraiment envie de continuer à y être présent et à investir plus. Donc un écosystème d'innovation performant en Israël, c'est votre regard que vous portez sur ce... C'est-à-dire qu'il y a une formation incroyable, il y a une énergie aussi, c'est un lieu commun de le dire, mais une énergie incroyable aussi qu'on ressent physiquement quand on vient. Et puis il y a tous ces jeunes gens extrêmement bien formés, très entreprenants, qui sont prêts à prendre des risques et donc qui lancent beaucoup de startups. Alors c'est historiquement documenté, c'est-à-dire que ça date pas exactement d'hier, ça fait longtemps qu'Israël produit des grandes startups dans le monde. Parfois elles sont créées puis elles sont vendues à des grands groupes et sinon elles continuent leur existence. Donc on est dans ce mouvement depuis un moment, on a envie d'y être encore plus. Beaucoup de sociétés cotées au Nasdaq. Alors concrètement, Orange en Israël, mis à part forcément la polémique de la licence de marque avec l'opérateur Partner qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, vous disposez d'une filiale de services pour les médias en ligne, V-Access Aura, d'un centre de recherche, vous l'avez dit, d'innovation. Est-ce que la présence d'Orange, vous la voyez à long terme ici en Israël? Alors absolument, la présence d'Orange d'abord, elle date pas d'hier, ça fait une vingtaine d'années quand même qu'on est là. V-Access Orca, comme vous l'avez mentionné, c'est une société qui emploie aujourd'hui 65 personnes directement, une centaine qui travaillent pour elle. Donc, on a une présence, on a des activités de recherche aussi qui sont là depuis un moment. On a des activités qu'on appelle business to business, ça s'appelait CITA, ça s'appelle OBS Survie. Voilà, donc c'est un pays dans lequel on est actif, c'est un pays dans lequel on a bien l'intention de rester actif, pas en tant qu'opérateur de télécom, pour les raisons que vous savez, mais pour toutes les autres activités. Et comment vous sélectionnez les startups? Sur quels critères en fait? Alors, les critères, ils sont nombreux, mais au fond, c'est toujours une histoire de se dire quel est le projet de la personne que j'ai en face de moi? Est-ce qu'il a la passion? Est-ce qu'il a la compétence? Donc pour moi, en tout cas, et j'avais fait ce métier déjà dans le passé, dans d'autres contextes, l'équipe est capitale, l'idée, la passion. Et après, comme on le répétait ce matin dans une table ronde au DLD, quand on a l'équipe, l'idée, la passion, après c'est l'exécution qui va compter. C'est-à-dire que il faut exécuter son business plan, il faut produire bien ce qu'on a prévu de produire et vraiment être très très attentif à la qualité de l'exécution. Sur les activités, c'est plutôt technique ou c'est plutôt sur l'applicatif? Écoutez, il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de se dire, là il y a une couche applicative ou un service en mode SaaS par exemple qui nous intéresse, on a envie de le distribuer, on a envie d'être un actionnaire de cette société qui va le créer. Mais il peut y avoir aussi des sujets beaucoup plus technologiques, enfin en technologie dure, de la crypto, de la technologie de sécurité, de la technologie
technologie de distribution, de la technologie qui s'appuie justement sur toutes les capacités du web, du cloud. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière, hein, et donc on est, en tant qu'opérateur de télécom, on est exposé un peu à tout ça, et donc on a pas mal de thèmes d'investissement. Alors Pierre Louet, difficile de ne pas évoquer aussi les campagnes de pression anti-israélienne, avec notamment BDS, donc, qui vise à boycotter les produits ou les entreprises qui ont des liens de près ou de loin avec Israël. C'est compliqué aujourd'hui d'afficher sa présence en Israël? Non, c'est pas compliqué. Non, d'abord, évidemment, on condamne totalement toute forme de boycott, donc on est contre ces idées de boycott, ça c'est clair. Deuxièmement, c'est pas compliqué puisqu'encore une fois, comme je le mentionnais à l'instant, on est en Israël depuis longtemps, on n'a jamais eu l'intention de s'en retirer et on a bien l'intention d'y rester et de continuer à y être actif et présent. Pas comme opérateur de télécom, mais comme investisseur dans la R&D, dans les startups ou dans le business to business. Alors on va parler un petit peu de la stratégie d'Orange à l'international. Là, on va dire quand même un chiffre, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, légèrement en baisse quand même. Alors des choix gagnants en Europe d'abord, puisque vous êtes leader ou deuxième, numéro 2 dans les 3/4 des pays où vous êtes implanté, donc c'est remarquable. Si on regarde l'Afrique, ça monte à 80%, avec le Moyen-Orient aussi. La conquête des grands marchés internationaux, c'est dans votre ADN, ça fait partie de votre vocation? Ça fait partie de notre vocation et puis c'est vraiment une stratégie clairement mise en œuvre dans le groupe. Stéphane Richard a souhaité qu'on accentue notre présence dans la thématique Afrique et Moyen-Orient. C'est une géographie dans laquelle on était assez présent déjà et on s'est beaucoup renforcé. Et on est en voie de se renforcer encore aujourd'hui. De façon assez étonnante, mais ça mérite d'être décrit de quelques mots, les grands groupes se sont peu à peu spécialisés. Vous le savez, le groupe Telefónica, qui est un groupe espagnol, il est très fort en Amérique latine. C'est l'Hispanidad, c'est une tradition aussi pour... Ils sont dans le top 5 aujourd'hui. Deutsche Telekom est en Europe, comme nous, en Amérique du Nord et un peu plus développé en Europe de l'Est. Voilà. Et nous, on a vraiment choisi, parce que c'était un peu une tradition pour nous, parce que on y a investi assez tôt, d'être fort en Afrique et au Moyen-Orient. Alors pour parler de la France maintenant, au niveau de la concurrence, des tarifs, on sait que l'arrivée de Free il y a 3 ans, maintenant ça a un petit peu bouleversé les équilibres. Est-ce que vous plaidez aujourd'hui pour un retour à 3 opérateurs, la fameuse consolidation du secteur? Alors à toute vitesse, parce que ce sont des sujets majeurs, mais la guerre des prix, elle a effectivement battu son plein en France. On a quand même vu les prix baisser de 40%, les prix du mobile moins 40%. C'est bon pour le consommateur, il ne s'en plaint pas, en tout cas pendant un moment. Il ne s'en plaint pas jusqu'au moment où les opérateurs peuvent moins investir et la qualité se dégrade. Ça, c'est la grande équation de la concurrence. Elle est bonne jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est fait. En France, les prix ont beaucoup baissé. En France, on a les prix les plus bas d'Europe. C'est pour ça que le chiffre d'affaires a baissé. Il y a un effet prix qui nous fait baisser, alors qu'en termes de volume, on a de plus en plus de clients dans le monde entier et comme on l'a mentionné, dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est une chose qui est en cours. Est-ce qu'il y aura une concentration? Est-ce qu'il y aura moins d'acteurs à l'avenir? La question est sur la table depuis un moment. Là, on a une phase dans laquelle je ne pense pas que ça puisse reproduire parce qu'on va avoir les enchères pour les fréquences 700 MHz, donc ce sont des enchères importantes. Bon, là, ça me paraît difficile. Et puis, au début 2016, on verra. Peut-être qu'il y aura à nouveau des réflexions et des mouvements sur la concentration. Alors, un mot pour finir. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de l'évolution de l'industrie des télécoms. Aujourd'hui, on prend davantage peut-être la conscience du pouvoir des opérateurs avec le big data, donc ces données exploitables qui sont collectées. Est-ce que vous investissez aujourd'hui sur ce créneau pour ensuite capter peut-être de la valeur demain? Oui, alors les opérateurs, si vous voulez, ils fournissent une chose fantastique qui est l'accès à l'Internet, l'accès à la téléphonie. Ils transportent les données de tout le monde. Et donc, on est détenteur d'ores et déjà d'énormément de data. On a même du très, très big data, si j'ose dire, qui est toutes les données d'information du réseau. Aujourd'hui, on s'en sert principalement pour faire un meilleur réseau. Orange a le meilleur réseau en France. En général, quand on est opérateur, on essaie d'avoir le meilleur réseau dans le pays dans lequel on est. Et pour l'instant, ces data sont des sons dans le réseau qui nous disent où on peut améliorer, optimiser le réseau. Demain, peut-être que ces data seront aussi commercialisées ou serviront à des développements de produits nouveaux. On n'en est pas tout à fait là, c'est le début du big data à bien des points de vue, mais c'est très excitant. En tout cas, une industrie en pleine mutation. Merci beaucoup Pierre Louet d'avoir accepté notre invitation. Merci. On passe tout de suite au Media Watch. La revue de presse avec une question: pourquoi payer une chambre d'hôtel quand on peut avoir un appartement? Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Vous nous parlez bien sûr de Airbnb qui a battu des records cet été. Oui, il y a quelques jours, c'était la rentrée et c'est donc l'heure des premiers bilans pour la saison estivale 2015. Et cette année, il y a bien une société qui peut se réjouir, c'est Airbnb. Près de 17 millions de personnes ont trouvé un hébergement grâce à elle. Aujourd'hui, ce chiffre paraît normal, mais c'est tout de même 353 fois plus qu'il y a 5 ans. À l'été 2010, il n'était que 47 000 à avoir opté pour le site de location d'appartements. Pour ce qui est du profil type de l'utilisateur d'Airbnb, eh bien, on sait que 54% sont des femmes, que l'âge moyen est de 35 ans. Dernière
information intéressante également, ceux qui louent leur hébergement sur le site internet empochent en moyenne 7 350 $ par an. De quoi mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Jolie rente en effet. Puis tout autre chose, Johanna, El Niño, ce phénomène climatique qui impacte maintenant la production de café. Oui, le phénomène El Niño se traduit par une hausse des températures à la surface des eaux, ce qui engendre de fortes précipitations, des pluies de plus en plus fréquentes et notamment en Afrique de l'Est. Le problème, c'est qu'il y a là-bas 2 gros producteurs et exportateurs de café, l'Ouganda et le Kenya. Et toute cette eau et toute cette pluie pourrait abîmer les récoltes de café. Donc certains commencent déjà à mettre de côté, à faire des stocks pour éviter donc de se trouver à court, mais aussi de devoir payer plus cher. C'est le cas notamment de la chaîne de café Starbucks, puisque selon plusieurs économistes, le prix du café pourrait augmenter de 107% dans les mois à venir. C'est à l'inverse de l'ensemble des matières premières, c'est assez spectaculaire. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment la suite du salon DLD Tel Aviv. Restez avec nous, l'info continue.